Chapitre 9. Les espions. Les jours suivants, Laëra concocta une douzaine de plans qu'elle rejeta l'un après l'autre, rageusement car ils se résumaient tous à la même idée: s'embarquer clandestinement. Mais comment jouer les passagers clandestins sur une péniche? Certes, le grand voyage s'effectuerait sur un vrai bateau, et elle connaissait suffisamment d'histoire pour imaginer un tas de cachettes à bord d'un navire, les canaux de sauvetage, la cale, les sentines, bien qu'elle ignorât ce dont il s'agissait. Mais pour ce faire, elle devrait d'abord monter à bord du navire. Et pour quitter les Fens, il n'y avait qu'une seule méthode, celle des gitans. Car à supposer qu'elle parvienne à gagner la côte par ses propres moyens, il y avait toujours le risque de se tromper de bateau dans le port. Ce ne serait pas très malin, se disait-elle, de se cacher à l'intérieur d'un canot et de se réveiller en partance pour le Haut-Brésil. Pendant ce temps, tout autour d'elle, se poursuivaient nuit et jour les préparatifs alléchants en vue de l'expédition. L'aéra traîna dans les pattes d'Adam Stefanski pendant qu'il sélectionnait les volontaires pour le groupe de combat. Elle bombarda Roger Van Poppel de suggestions concernant les réserves qu'il devait emporter. Avait-il pensé aux lunettes de glacier? Demanda-t-elle. Savait-il où l'on pouvait acheter les meilleures cartes de l'Arctique? Celui qu'elle aurait voulu tout particulièrement aider, c'était Benjamin de Ruyter, l'espion. Hélas, celui-ci s'était éclipsé aux petites heures du jour dès le lendemain de la deuxième réunion, et naturellement, nul ne pouvait dire où il était allé, ni quand il reviendrait. Aussi, par dépit, Laëra s'accrocha au basque de Farder Coram. Il vaudrait mieux que je vous aide, je crois, lui dit-elle, car je connais les enfourneurs mieux que quiconque, étant donné que j'ai failli en faire partie. Vous aurez certainement besoin de moi pour comprendre les messages de monsieur de Ruyter. Ému par la farouche obstination et le désespoir évident de la fillette, Farder Coram s'abstint de la rembarrer. Au lieu de cela, il discuta avec elle, l'écouta raconter ses souvenirs d'Oxford et de madame Coulter, et surtout il l'observa pendant qu'elle consultait la laitiomètre. Où est ce fameux livre avec tous les symboles? Lui demanda-t-elle un jour. À Heidelberg. Il n'en existe qu'un seul? Il y en a peut-être d'autres, mais c'est le seul que j'ai jamais vu. Je parie qu'ils en ont aussi à la bibliothèque de Bodley d'Oxford, dit Lyra. Elle avait du mal à détacher les yeux du démon de Farder Coram. Assurément le plus beau démon qu'elle ait jamais connu. Quand Pantalaimon se transformait en chat, il était famélique, avec le poil hirsute et rêche, mais Sophomax, lui, car tel était son nom, avait des yeux dorés et une élégance incommensurable. 2 fois plus gros qu'un véritable chat, il arborait une fourrure épaisse où les rayons du soleil faisaient naître une infinité de nuances. Fauve, noisette, blé, or, feuilles mortes, acajou. Laëra mourait d'envie de caresser ce pelage, d'y frotter sa joue, mais évidemment elle s'en gardait bien car le fait de toucher le démon d'une autre personne consistait la plus grave entorse aux règles de la bienséance. Certes, les démons pouvaient se toucher et même se battre, mais cette interdiction qui régissait les contacts entre humains et démons était ancrée si profondément dans l'esprit des gens que, même durant les batailles, les guerriers ne touchaient jamais aux démons d'un adversaire. Cela était formellement interdit. Pourtant, Laïra ne se souvenait pas de se l'être entendu dire. Elle le savait, tout simplement, aussi instinctivement qu'elle redoutait la nausée et recherchait le confort. C'est pourquoi, bien qu'elle admirât la fourrure de Sophomax et se plût à imaginer sa douceur sous ses doigts, jamais elle ne fit le moindre geste pour essayer de la toucher, et jamais elle ne le ferait. Sophomax était aussi beau, resplendissant et robuste que Farder Coram était bâti et faible. Peut-être était-il malade, ou peut-être était-il handicapé à la suite d'un mauvais coup, toujours est-il qu'il ne pouvait pas marcher sans prendre appui sur 2 cannes, et il tremblait en permanence comme une feuille. Toutefois, son esprit restait vif et alerte, et puissant, et Lyra en vint bientôt à l'aimer pour son immense savoir, mais aussi pour la fermeté dont il faisait preuve envers elle. Que signifie ce sablier, Farder Coram demanda-t-elle, penchée au-dessus de la laitiomètre par une belle matinée ensoleillée, sur la péniche du vieil homme. L'aiguille n'arrête pas de revenir dessus. Il y a souvent un indice quand tu regardes d'un peu plus près. Quelle est donc cette petite chose sur le dessus? La fillette se pencha davantage en plissant les yeux. C'est un crâne. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il représente? La mort. C'est la mort. Exact. Dans la gamme des significations du sablier, il y a la mort. En fait, la mort vient en seconde position,
Juste après le temps, évidemment. Savez-vous ce que j'ai remarqué, Farder Coram? L'aiguille s'y arrête toujours pendant le second tour. Au premier, on dirait qu'elle hésite, et au second, elle s'arrête. Ça veut dire que c'est le deuxième sens? Probablement. Que lui as-tu demandé, Lyra? Je pensais. Elle s'interrompit, stupéfaite de constater qu'elle avait posé une question à l'instrument sans s'en apercevoir. En fait, j'ai simplement réuni trois images parce que je pensais à monsieur de Ruyter. Alors j'ai choisi le serpent, le creuset et la ruche pour savoir comment se déroulait sa mission d'espionnage et... Pourquoi as-tu choisi ces trois symboles? Je me suis dit que le serpent représentait la ruse et un espion doit être rusé. Le creuset pourrait symboliser le savoir, comme quelque chose qu'on distille. Et la ruche, c'est le travail acharné, en référence aux abeilles laborieuses. Grâce au travail et à la ruse, on obtient la connaissance. Vous comprenez? Et c'est justement ça le métier de l'espion. Alors je les ai sélectionnés, j'ai posé la question dans ma tête, et la grande aiguille s'est arrêtée sur la mort. Dites, vous croyez que ça marche pour de bon, Farder Coram? Oui, ça marche, Laïra. Mais on n'est jamais certain de bien interpréter la réponse. C'est un art subtil. Je me demande si... Mais avant qu'il ait pu achever sa phrase, on frappa à la porte avec insistance, et un jeune gitan entra dans la cabine. Pardonnez-moi, Farder Coram. Jacob Huisman est revenu, et il est grièvement blessé. Il accompagnait Benjamin de Ruyter, dit Farder Coram. Que s'est-il passé? Il ne veut pas parler, répondit le jeune homme. Vous feriez mieux de venir, Farder Coram, car il n'en a plus pour longtemps. Il saigne de l'intérieur. Farder Coram et Lyra échangèrent un regard chargé d'inquiétude et de stupéfaction qui ne dura qu'une seconde, car Farder Coram, prenant appui sur ses béquilles, s'empressa de se rendre auprès du blessé, précédé de son démon qui avançait à pas feutrés. Lyra les suivit, bondissant d'impatience. Le jeune homme les conduisit à un bateau amarré à la jetée où une femme, portant un tablier en flanelle rouge, leur ouvrit la porte. Voyant qu'elle jetait un regard méfiant en direction de Lyra, Farder Coram dit il est important que cette jeune fille écoute ce que Jacob va nous dire, madame. Alors la femme les laissa entrer et se retira dans un coin, tandis que son démon écureuil était perché, en silence, sur la pendule en bois. Sur une couchette sous un édredon, en patchwork, gisait un homme au visage livide, ruisselant de sueur, les yeux vitreux. J'ai envoyé chercher le médecin, Farder Coram, dit la femme, d'une voix tremblante. Je vous en prie, il ne doit pas s'agiter, il souffre. Il est arrivé sur la péniche de Peter Hawker il y a quelques minutes. Où est Peter? Il arrime son bateau. C'est lui qui m'a conseillé de vous faire prévenir. Il a bien fait. Tu m'entends, Jacob? Jacob regarda Farder Coram qui s'était assis sur la couchette voisine à une trentaine de centimètres. Bonjour, Farder Coram, murmura-t-il. Lyra observa son démon, un furet, immobile à côté de la tête du blessé. Il était roulé en boule, mais ne dormait pas, car ses yeux étaient ouverts et vitreux comme ceux de Jacob. Que s'est-il passé? Demanda Farder Coram. Benjamin est mort. Il est mort, et Gérard a été capturé. Sa voix était rauque, sa respiration très faible. Quand il se tut, son démon se déplia douloureusement pour venir lui lécher la joue. Revigoré, Jacob reprit. On s'était introduit dans le ministère de la théologie, car Benjamin avait entendu dire, par un des enfourneurs que nous avons capturés, que leur quartier général se trouvait à cet endroit, et que c'était de là que provenaient tous les ordres. Il se tut de nouveau. Vous avez capturé des enfourneurs? Interrogea Farder Coram. Jacob acquiesça et se tourna vers son démon. Il était rare que des démons s'adressent à des humains autres que le leur, mais cela pouvait arriver parfois comme maintenant. On a capturé 3 enfourneurs à Clerkenwell, et on les a obligés à nous dire pour qui ils travaillaient, d'où venaient les ordres, etc. Hélas, ils ignoraient où on emmène les enfants. Ils savent seulement que c'est dans le nord de la Laponie. Le furet dut s'interrompre pour reprendre son souffle. Sa petite poitrine palpitait. Les enfourneurs nous ont alors parlé du ministère de la théologie et de l'ordre boréal. Benjamin a dit qu'il pénétrerait dans le ministère avec Gérard Hook, pendant que Franz Brockman et Tom Mendham essaieraient de dénicher l'ordre boréal. Ils l'ont trouvé? On ne sait pas. Ils ne sont pas revenus. C'était comme s'ils avaient été au courant de nos projets avant même qu'on agisse. Et si ça se trouve, Franz et Tom ont été avalés, tout crus, dès qu'ils se sont approchés de l'ordre boréal. Revenons-en à Benjamin.
dit Farder Coram en entendant que le souffle de Jacob se faisait plus rauque, et voyant ses yeux se fermer de douleur. Son démon laissa échapper un petit gémissement d'angoisse et d'amour. La femme avança d'un pas ou deux, la main sur la bouche, mais elle ne dit rien, et le furet poursuivit d'une voix faible. Avec Benjamin et Gérard, on est allé au ministère de Whitehall, et là on a découvert sur le côté une petite porte qui n'était pas gardée. On a fait le guet, dehors, pendant que les deux autres forçaient la serrure et entraient. Ils étaient à l'intérieur depuis moins d'une minute quand on a entendu un grand cri d'effroi. Le démon de Benjamin est ressorti en volant pour nous faire signe de venir à leur secours, et il est retourné aussitôt à l'intérieur. On a sorti notre couteau et on l'a suivi. Mais l'endroit était plongé dans l'obscurité, rempli de formes et de bruits sauvages qui se déplaçaient de manière terrifiante. On avançait à tâtons. Soudain, une vive agitation s'est produite au-dessus de nos têtes, suivie d'un hurlement de terreur, et Benjamin et son démon sont tombés du haut d'un grand escalier. Son démon a essayé de le retenir en battant furieusement des ailes, mais en vain. Ils se sont écrasés tous les deux sur le sol et sont morts presque aussitôt. Gérard semblait avoir disparu, puis quelqu'un a poussé un grand cri en haut, et on a reconnu sa voix. Mais on était trop paralysés par la peur pour bouger. Et soudain, une flèche s'est enfoncée dans notre épaule. La voix du démon faiblissait, et le blessé émit un gémissement. Penché en avant, Farder Coram tira délicatement sur l'édredon, laissant apparaître l'extrémité empennée d'une flèche plantée dans l'épaule de Jacob, au milieu d'un amas de sang coagulé. La pointe de la flèche était enfoncée si profondément dans la poitrine du pauvre homme qu'elle ne dépassait pas d'une quinzaine de centimètres. Lyra crut qu'elle allait s'évanouir. Des bruits de pas et des voix résonnèrent à l'extérieur, sur la jetée. Farder Coram se redressa. Voici le médecin, Jacob, dit-il. Nous allons te laisser. Nous parlerons plus longuement quand tu seras rétabli. Avant de sortir, il serra l'épaule de la femme. Lyra marcha tout près de lui pour remonter la jetée car déjà une foule inquiète commençait à se rassembler. Farder Coram ordonna à Peter Hawker d'aller prévenir immédiatement John Fah, puis il ajouta Lyra, dès que nous saurons si Jacob a une chance de survivre ou pas, il faudra que l'on reparle de cet alétiomètre. En attendant, va t'amuser ailleurs. On t'enverra chercher. Lyra repartit seule en direction du rivage envahi par les roseaux. Là, elle s'assit et lança de la boue dans l'eau. Elle était au moins sûre d'une chose. Elle n'éprouvait aucune joie ni aucune fierté à pouvoir déchiffrer l'alétiomètre. À vrai dire, elle avait peur. Quel que soit le pouvoir invisible qui faisait tournoyer et s'arrêter cette aiguille, il connaissait des choses comme un être doué d'intelligence. Pour moi, c'est un esprit, dit-elle, et pendant un instant, elle fut tentée de lancer l'instrument dans les marécages. S'il y avait un esprit là-dedans, je le verrais, dit Pantaleimon. Comme ce vieux fantôme à Godstow. Je l'avais vu, mais pas toi. Il existe différentes sortes d'esprits, répondit Lyra d'un ton réprobateur. On ne les voit pas tous. Et les vieux érudits morts avec la tête coupée, je les ai vus, souviens-toi. Ce n'était qu'un rêve. Non, c'étaient de vrais esprits, et tu le sais. Mais l'esprit qui fait bouger cette fichue aiguille est d'un genre différent. Si ça se trouve, c'est pas un esprit, insista Pantalaimon, refusant d'en démordre. Que veux-tu que ce soit? Ça pourrait être des particules élémentaires? Lyra s'esclaffa. Parfaitement, dit le démon. Tu te souviens du moulin à photons qu'ils ont à Gabriel Collège? Eh bien, il existait en effet à Gabriel Collège un objet sain que l'on conservait sur l'autel de l'oratoire, recouvert, maintenant que Lyra y repensait, d'un tissu de velours noir, comme celui qui enveloppait la laitiomètre. Elle l'avait vu lorsqu'elle avait accompagné le bibliothécaire de Jordan College pour un office. Au moment culminant de l'invocation, l'intercesseur avait soulevé le tissu pour dévoiler dans la pénombre un dôme de verre, à l'intérieur duquel se trouvait un objet trop lointain pour qu'on le distingue, jusqu'à ce que l'intercesseur tire sur une ficelle reliée à une store au-dessus, laissant entrer un rayon de soleil qui vint frapper très précisément le dôme. La chose leur apparut alors, une sorte de petite girouette munie de 4 ailes, noires, noires d'un côté, blanches de l'autre, qui se mit à tournoyer dans la lumière du soleil. Cet instrument illustrait une leçon morale, expliqua l'intercesseur, car le noir de l'ignorance fuyait devant la lumière, tandis que la blancheur de la sagesse s'empressait de l'embrasser. Lyra le croyait sur parole, mais la petite girouette qui tournoyait était amusante à regarder, indépendamment de toute signification, grâce au pouvoir des photons.
expliqua le bibliothécaire, alors qu'il regagnait Jordan College. Aussi, Pantalaimon avait peut-être raison. Si les particules élémentaires pouvaient faire tournoyer le moulin à un photon, faire bouger une aiguille était alors un jeu d'enfant. Malgré tout, elle était troublée. Lyra! Lyra! C'était Tony Costa, qui lui adressait de grands signes sur la jetée. Viens vite! Lui cria-t-il. Il faut que tu ailles voir John Fa aux Halles. Dépêche-toi, petite, c'est urgent! Elle trouva John Fa en compagnie de Farder Coram et des autres chefs. Tous semblaient soucieux. John Fa prit la parole. Lyra, mon enfant, Farder Coram m'a appris que tu savais interpréter ce curieux instrument. Et j'ai le regret de t'annoncer que ce pauvre Jacob vient de mourir. Je pense que nous allons devoir t'emmener avec nous finalement. Cette décision me cause beaucoup de soucis, mais apparemment nous n'avons pas d'autre choix. Dès que Jacob aura été enterré, conformément à la coutume, nous partirons. Tu m'as très bien compris, Lyra. Tu viens avec nous. Toutefois, ce n'est pas une raison pour te réjouir ou jubiler. Les problèmes et les dangers nous attendent. Je te place sous la protection de Farder Coram. Surtout, ne sois pas pour lui une source d'ennui et de tracas, car alors tu sentirais tout le poids de ma colère. Sur ce, dépêche-toi d'aller prévenir Macosta et tiens-toi prête à partir. Les 2 semaines qui suivirent furent sans doute les plus chargées qu'ait connues Lyra dans sa vie. Mais chargée ne voulait pas dire trépidante, car il y avait de longues et mornes périodes d'attente durant lesquelles elle devait se cacher dans des placards humides et étroits, regarder défiler derrière le hublot de la péniche le triste paysage d'automne imbibé de pluie, se cacher de nouveau, dormir près des gaz d'échappement du moteur, et se réveiller avec une migraine à vous donner la nausée. Et surtout, sans jamais pouvoir sortir à l'air libre pour s'amuser, à courir sur la rive, grimper sur le pont et voir actionner les portes des écluses. Car bien évidemment, Lyra ne devait pas être vue. Tony Costa lui avait rapporté les nouvelles entendues dans les pubs des environs. Une immense chasse à l'homme avait été organisée dans tout le royaume pour retrouver une fillette blonde, avec à la clé une grosse récompense pour celui qui la dénicherait et une sanction sévère pour quiconque la cachait. Certaines rumeurs étaient étranges. Des personnes affirmaient qu'elle était l'unique enfant à avoir échappé aux enfourneurs, et qu'elle détenait de redoutables secrets. D'autres prétendaient que ce n'était pas une enfant humaine, mais un couple d'esprits déguisés sous la forme d'une fillette et d'un démon, envoyés dans ce monde par des forces infernales afin de répandre le chaos. Selon une autre rumeur, il ne s'agissait pas d'un enfant mais d'un adulte, rapetissé par magie, à la solde des Tartares, et venu espionner le bon peuple anglais dans le but de préparer la voie pour une invasion tartare. Lyra écouta toutes ces histoires, d'abord avec amusement, puis avec consternation. Toutes ces personnes qui la haïssaient et la craignaient. En outre, elle avait hâte de quitter sa cabine exiguë et étouffante. Elle aurait voulu être déjà arrivée dans le nord, dans les tempêtes de neige, sous une aurore flamboyante. À d'autres moments, elle se languissait de Jordan College, grimper sur les toits avec Roger, entendre la cloche de l'intendant annoncer que le repas aurait lieu dans une demi-heure, le vacarme, le bourdonnement et les cris des cuisines lui manquaient. Surtout, elle aurait tant voulu que rien n'ait changé, que rien ne change jamais. Pouvoir rester pour toujours la petite Lyra de Jordan College. L'unique chose qui réussissait à l'arracher à son ennui et à sa mauvaise humeur, c'était la laitiomètre. Elle l'interrogeait chaque jour, parfois en compagnie de Farder Coram, parfois seule, et s'apercevait qu'elle accédait de plus en plus facilement à cet état de sérénité dans lequel les significations des symboles devenaient évidentes. Et elle voyait apparaître les immenses chaînes montagneuses au loin, éclairées par le soleil. Elle essaya péniblement d'expliquer à Farder Coram ce qu'elle ressentait. C'est un peu comme si on parlait à quelqu'un, seulement on n'entend pas cette personne, et on se sent idiot, car elle est beaucoup plus intelligente que vous, et elle ne se met pas en colère ni rien. Elle sait tant de choses. C'est comme si elle savait tout, ou presque. Madame Coulter était intelligente, elle aussi. Elle connaissait un tas de choses, mais là il s'agit d'une autre forme de connaissance. C'est plus de la compréhension, je dirais. Farder Coram posait des questions, et Lyra essayait de trouver les réponses. Que fait Madame Coulter à cet instant demandait-il, et Lyra actionnait aussitôt les aiguilles. Explique-moi ce que tu fais. Eh bien, la Madone représente Madame Coulter, et je pense à ma mère quand je place l'aiguille à cet endroit. La fourmi, ça veut dire très affairée. C'est facile car c'est le premier sens. Quant au sablier, on trouve l'idée du temps, dont le présent fait partie, et je me concentre sur cette notion. Mais comment fais-tu pour trouver les bonnes significations? Je les vois, ou plutôt je les sens.
C'est un peu comme descendre une échelle en pleine nuit. On pose son pied et on sent un autre barreau en dessous. Je fais marcher mon esprit, je découvre un autre sens, et à ce moment-là, je sens que c'est le bon. Ensuite, je les assemble. Il y a une astuce comme plisser les yeux pour mieux voir. Alors vas-y, et voyons ce que ça nous dit. L'aéra s'exécuta. La grande aiguille s'agita immédiatement, puis s'arrêta, repartit, s'arrêta de nouveau, alternant ainsi de manière précise les déplacements et les pauses. Il y avait là une telle sensation de grâce et de force que l'aéra avait l'impression d'être un oisillon qui apprend à voler. Farder Coram, penché de l'autre côté de la table, nota les endroits où l'aiguille s'arrêtait. Il vit la fillette écarter ses cheveux de son visage et se mordiller la lèvre inférieure, tandis que ses yeux suivaient tout d'abord l'aiguille, puis lorsque son chemin fut tracé, ils balayèrent la surface du cadran. Mais pas au hasard, constata Farder Coram. En tant que joueur d'échecs, il savait comment les adeptes de ce jeu observaient une partie en cours. Un excellent joueur semblait discerner les lignes de force et d'influence sur le plateau. Il s'intéressait aux lignes les plus fortes et ignorait les autres. Or, les yeux de l'Aéra bougeaient de la même façon en fonction d'un champ magnétique qu'elle seule percevait. L'aiguille s'arrêta successivement devant l'éclair, l'enfant, le serpent, l'éléphant et un animal dont l'Aéra ignorait le nom. Une sorte de lézard avec des yeux globuleux et une longue queue enroulée autour de la branche sur laquelle il se tenait. L'aiguille répéta plusieurs fois cet enchaînement sous le regard de l'Aéra. Que signifie ce lézard demanda Farder Coram, rompant la concentration de la fillette. Ça n'a pas de sens. Je vois bien ce qu'indique l'aiguille, mais je dois me tromper dans l'interprétation. L'éclair symbolise la colère, je pense. L'enfant, c'est sans doute moi. J'étais sur le point de deviner la signification du lézard, mais vous m'avez parlé au même moment et je l'ai perdu. Vous voyez, l'aiguille se promène n'importe où. Oui, je vois ça. Je suis désolé de t'avoir déconcentré, Lyra. Tu es fatigué? Veux-tu t'arrêter? Non, continuons, dit-elle. Mais elle avait les joues rouges et les yeux brillants. Elle présentait tous les signes de la surexcitation, aggravée par le long enfermement dans cette cabine étouffante. Le vieil homme regarda par le hublot. Dehors, il faisait presque nuit et il parcourait la dernière portion de voie navigable avant d'atteindre la côte. L'immensité plate d'un estuaire, couvert d'écume brunâtre, s'étendait sous un ciel morne jusqu'à un groupe de citernes d'alcool de charbon, rouillées et cernées de tuyaux à côté d'une raffinerie d'où s'échappait une épaisse fumée qui s'élevait lentement pour rejoindre les nuages. Où sommes-nous demanda Laïra. Dites, Farder Coram, est-ce que je pourrais sortir juste un peu? Nous sommes près de Colby, répondit le vieil homme, dans l'estuaire de la rivière Cole. Quand nous atteindrons la ville, nous arrimerons la péniche près du marché fumoir et nous rejoindrons le port à pied. Nous y serons dans 1 heure ou 2. Mais la nuit était presque tombée, et dans ce vaste paysage de désolation autour de la rivière, rien ne bougeait, à l'exception de leur embarcation et d'une barge transportant du charbon, au loin, en direction de la raffinerie. Laïra paraissait si fatiguée, elle donnait l'impression de tant étouffer à force de rester enfermée, que Farder Coram dit Bah, je suppose que tu peux sortir prendre l'air quelques minutes. Je ne dis pas de l'air frais car nous ne sommes pas au large, mais tu peux t'asseoir sur le pont et regarder le paysage jusqu'à ce qu'on approche de la ville. Laïra se leva d'un bond, et Pantalaimon se transforma immédiatement en mouette, impatiente d'étirer ses ailes. Il faisait froid dehors, et bien qu'en mitouflé, l'aérin frissonna. Pantalaimon, lui, s'élança dans les airs en poussant un croissement de joie. Il tournoya dans le ciel, rasa les flots, filant devant le bateau, passant ensuite derrière la poupe. L'aéra partageait son excitation. Elle l'incitait mentalement à défier à la course le démon cormoran du vieil homme qui tenait la barre. Mais celui-ci l'ignora et vint se poser en douceur sur le gouvernail tout près de son humain. Il n'y avait aucune trace de vie dans ce paysage brun et terne. Seul le halètement régulier du moteur et le clapotis de l'eau sous la proue brisaient l'immensité du silence. Des nuages bas flottaient dans le ciel sans offrir de pluie. En dessous, le ciel était chargé de fumée. Seule l'élégance éblouissante du vol de Pantalaimon était porteuse de vie et de joie. Au moment où il s'élevait en flèche dans les airs, à la sortie d'un plongeon en piqué, ses ailes blanches déployées se détachant dans le gris du ciel, il fut soudain frappé en plein vol par un objet noir, et il bascula sur le côté, choqué et meurtri. Lyra poussa un grand cri, victime de la même douleur intense. Une seconde petite chose noire
rejoignaient la première. Elles ne se déplaçaient pas comme des oiseaux, mais plutôt comme des insectes au vol pesant, rectilignes et bourdonnants. Tandis que Pantalaimon chutait, essayant désespérément de modifier sa trajectoire pour atteindre le bateau et les bras tendus de l'Aéra, les créatures noires continuaient à l'assaillir, vombrissantes et meurtrières. Terrassée par sa propre peur et celle de Pantalaimon, l'Aéra vit soudain quelque chose passer devant elle et s'élever dans le ciel. C'était le démon du vieil homme à la barre, et bien qu'il parût maladroit et lourd, il évoluait avec puissance et rapidité. Le cormoran donna des coups de bec à droite et à gauche. Il y eut un battement d'ailes noires. Une tache blanche fugitive et une petite chose noire s'écrasa sur le toit goudronné de la cabine, au pied de l'Aéra, juste au moment où Pantalaimon tombait dans ses mains tendues. Avant qu'elle n'ait eu le temps de le réconforter, il reprit son apparence de chat sauvage pour se jeter sur la créature qui cherchait à fuir en rampant. Il l'immobilisa fermement avec ses griffes acérées et leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Le démon cormoran, tournoyant de plus en plus haut, essayait de repérer la deuxième créature. Soudain, l'oiseau redescendit à toute vitesse et croissa quelques mots au vieil homme qui s'écria: Elle s'est enfuie! Ne laissez pas s'enfuir l'autre! Tenez! Il vida d'un trait le gobelet de fer blanc qu'il tenait à la main et le lança à l'Aéra. Celle-ci le plaqua immédiatement sur la créature. Sous le gobelet, la chose bourdonnait et grondait comme une petite machine. Ne bouge pas, ordonna Farder-Coram dans son dos, et il s'agenouilla pour glisser un bout de carton sous le gobelet. C'est quoi demanda l'Aéra d'une voix tremblante. Descendons dans la cabine pour y jeter un œil. Fais bien attention, surtout. Ne la laisse pas s'échapper. En passant, elle regarda le démon du vieil homme à la barre, car elle aurait voulu le remercier. Mais le cormoran avait les yeux fermés. Alors elle remercia le marin. Tu ferais mieux de rester dans la cabine, petite. Telle fut sa réponse. Elle descendit dans la cabine avec le gobelet. Farder-Coram avait trouvé un verre à bière. Il renversa le gobelet au-dessus du verre et ôta le carton pour faire tomber la créature au fond du verre. Il le leva dans la lumière afin d'examiner la petite chose furieuse. De la taille du pouce de l'Aéra environ, elle n'était pas noire, mais vert foncé. Ses élytres étaient dressés comme une coccinelle sur le point de s'envoler. Et au-dessus ses ailes battaient si violemment qu'elles formaient une tache floue. Ses petites pattes à 6 griffes raclaient le verre lisse. C'est quoi répéta-t-elle. Pantalaimon, toujours chat sauvage, était tapis sur la table, à moins de 10 centimètres. Ses yeux verts suivaient les mouvements de la créature à l'intérieur du verre. Si tu l'ouvrais en deux, dit Farder-Coram, tu ne trouverais aucun organisme vivant, ni animal, ni insecte en tout cas. J'ai déjà vu une de ces bestioles, mais je ne pensais pas en trouver une si haut vers le nord. Ça vient d'Afrique. Il y a un mécanisme d'horloge qui fonctionne à l'intérieur. Et sur le ressort est fixé un mauvais esprit frappé d'un maléfice. Qui l'a envoyé jusqu'ici? Inutile de déchiffrer les symboles de l'alétiomètre, Lyra. Tu peux le deviner aussi aisément que moi. Madame Coulter? Évidemment. Elle n'a pas exploré seulement le nord. On trouve beaucoup de choses étranges dans les contrées sauvages du sud. C'est au Maroc que j'ai vu une de ces créatures. Elle représente un danger mortel. Tant que l'esprit vit à l'intérieur, elle ne s'arrêtera pas. Et si par malheur tu libères l'esprit, celui-ci jaillira avec une telle fureur qu'il tuera le premier être vivant qui se trouvera sur son chemin. Mais que venait-il faire? Espionner, pardi. Quel triple idiot j'ai été de te laisser sortir. Et j'aurais dû te laisser analyser tranquillement les symboles sans te déranger. Ça y est, je comprends maintenant, s'exclama Lyra avec une excitation soudaine. Le lézard signifie air. Je l'avais bien vu, mais je ne saisissais pas le sens, et quand j'ai essayé de comprendre, ça m'a échappé. Ah, fit Farder-Coram, je comprends moi aussi, mais ce n'est pas un lézard. Voilà pourquoi. C'est un caméléon, et cet animal représente l'air, car il ne mange pas et ne boit pas, il se nourrit d'air. Et l'éléphant? C'est l'Afrique. Ils se regardèrent. Chaque nouvelle preuve de pouvoir de l'alétiomètre les impressionnait et les effrayait. Il nous a prévenus depuis le début, dit Lyra. On aurait mieux fait de l'écouter. Mais que va-t-on faire de cette créature maintenant? On peut la tuer? Je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Il va falloir l'enfermer solidement dans une boîte et veiller à ne pas la laisser sortir. Mais je m'inquiète surtout de ce que l'autre ait réussi à s'enfuir. Elle va retourner auprès de Madame Coulter pour lui annoncer qu'elle t'a vu. Ah, quel imbécile je fais!
Fouillant dans un placard, il dénicha un petit tube en fer d'environ 5 centimètres de diamètre. Mais le vieil homme les fit glisser en inclinant le tube et essuya l'intérieur avec un chiffon, avant de le coiffer avec le verre de bière, sans ôter le carton. La créature parvint à sortir une patte et à repousser le tube avec une force surprenante. Mais ils réussirent finalement à l'enfermer et à revisser solidement le couvercle. Dès que nous serons à bord du bateau, je souderai le couvercle pour plus de sécurité, dit Farder Coram. Le mécanisme ne s'arrête donc jamais? Un mécanisme ordinaire, si. Mais comme je te l'ai expliqué, celui-ci est remonté en permanence par l'esprit fixé sur le ressort. Plus il se débat, plus le ressort est tendu, et plus il a de force. Pour l'instant, rangeons cette sale bestiole dans un coin. Il enveloppa le tube dans un morceau de flanelle pour étouffer le bourdonnement incessant, et le glissa sous sa couchette. La nuit était tombée, et Lyra regardait à travers le hublot les lumières de Colby qui se rapprochaient. L'air étouffant s'épaississait et se transformait en brume. Et quand enfin ils s'amarrèrent à l'appontement, le long du marché, tout autour d'eux, leur sembla atténué et flou. L'obscurité avait étendu des voiles gris argentés et nacrés sur les entrepôts et les grues, sur les étals en bois et le bâtiment en granit aux nombreuses cheminées qui avaient donné son nom au marché fumoir, et où nuit et jour on fumait des poissons suspendus dans la bonne odeur du bois de chêne. Les cheminées contribuaient à épaissir l'air moite et l'agréable puanteur des harengs, des maquereaux et du haddock fumé semblait émaner des pavés lui-même. Enveloppé dans un ciré, coiffé d'une grande capuche pour cacher ses cheveux, Lyra marchait entre Farder Coram et le vieux marinier. Leurs trois démons, aux aguets, avançaient en éclaireur à chaque intersection et surveillaient les arrières, guettant le moindre bruit de pas. Mais il n'y avait pas d'autre silhouette que les leurs. Tous les habitants de Colby étaient enfermés chez eux, sans doute en train de boire du genièvre à côté des poêles grondants. Ils atteignirent le quai sans voir personne, et là, le premier homme qu'ils aperçurent, ce fut Tony Costa, qui montait la garde à l'entrée. Dieu soit loué! Vous voilà! Dit-il à voix basse, en s'écartant pour les laisser passer. On vient d'apprendre que Jack Verhoeven a été abattu, et son bateau coulé, et personne ne savait où vous étiez. John Fay est déjà à bord, impatient de lever l'ancre. Ce navire paraissait immense à Lyra. Une timonerie et une cheminée au centre, un gaillard d'avant et un robuste mât de charge au-dessus d'une écoutille recouverte d'une bâche. Des lumières jaunes derrière les hublots et la passerelle, des lumières blanches à la tête du mât, et 3 ou 4 hommes sur le pont, accomplissant avec précipitation des gestes qu'elle ne distinguait pas. Devant Farder Coram, Lyra s'empressa de gravir la passerelle en bois, en jetant autour d'elle des regards curieux. Prenant l'apparence d'un singe, Pantalaimon escalada immédiatement le mât de charge, mais elle l'obligea à revenir immédiatement. Farder Coram tenait à ce qu'il descende dans la cabine. Au pied d'un escalier s'ouvrait un petit salon où John Fat discutait tranquillement avec Nicolas Rogby, le gitan nommé capitaine du bateau. John Fat n'agissait jamais à la hâte. Lyra attendait impatiemment qu'il l'accueille à bord, mais il prit le temps d'achever ses remarques concernant la marée et le pilotage avant de se tourner enfin vers les nouveaux arrivants. Bonsoir, mes amis, dit-il. Le pauvre Jack Verhoeven est mort, vous le savez peut-être. Ces hommes ont été capturés. Nous avons de mauvaises nouvelles, nous aussi, annonça Farder Coram, et il narra leur rencontre avec les esprits volants. John Fat secoua sa tête altière, sans toutefois leur faire de reproches. Où est la créature demanda-t-il. Farder Coram sortit de sa poche le tube en fer et le déposa sur la table. Le bourdonnement qui s'en échappait était si violent que le tube se déplaçait lentement sur la surface en bois. J'ai entendu parler de ces saletés mécaniques, mais je n'en avais encore jamais vu, commenta John Fat. Je sais cependant qu'il est impossible de les dompter ou de les renvoyer d'où elles viennent. Inutile également de lester ce tube de plomb pour le jeter au fond de l'océan, car un jour il sera rongé par la rouille et l'esprit maléfique s'en échappera pour s'attaquer à Lyra, où qu'elle soit. Non, nous allons devoir le garder avec nous et faire preuve de vigilance. Lyra étant la seule personne du sexe féminin à bord, John Fat avait finalement renoncé, après mûre réflexion, à emmener des femmes. Elle disposait d'une cabine individuelle. Une toute petite cabine néanmoins, à peine plus grande qu'un placard, avec une couchette et un hublot. Elle rangea ses affaires dans le tiroir sous sa couchette et s'empressa de remonter sur le pont, tout excitée, impatiente de s'accouder au garde-fou pour regarder l'Angleterre disparaître derrière eux. Mais la majeure partie de la côte s'était déjà dissipée dans le brouillard.
Le vacarme de l'eau tout en bas, le souffle de l'air, les lumières du bateau qui brillait vaillamment dans le noir, le grondement du moteur, les odeurs d'iode, de poisson et de charbon étaient heureusement suffisamment excitants en eux-mêmes. Et bientôt, une autre sensation, moins agréable, s'y ajouta, tandis que le navire commençait à tanguer sur les flots de l'océan allemand. Quand quelqu'un appela Lyra pour lui dire de descendre manger, la fillette s'aperçut qu'elle avait moins faim qu'elle ne l'avait cru, et finalement, elle se dit qu'il serait peut-être préférable de s'allonger par égard pour Pantaleimon, car le pauvre ne se sentait pas très bien. Ainsi débuta le grand voyage vers le nord.